Bonsoir. Bonsoir et merci d'être encore venus si nombreux pour cette 15e conférence organisée par le Cercle d'Agora Politique. Et ce soir, c'est à la fois une dernière et une première. Une dernière parce qu'il n'y aura plus d'autres conférences dans cette salle occupée jusqu'à fin juin et qui sera détruite cet été. Nous préparons activement le programme de l'année prochaine, mais le doute subsiste encore quant à la capacité de la prochaine structure à accueillir un public nombreux. Et une première donc, car c'est la première conférence pour laquelle j'ai éprouvé quelques difficultés, pour tout vous avouer, à écrire cette introduction tant le sujet repose avant tout sur l'intime, au-delà de convictions définitives. Débat sur le début de la fin, et surtout de la prise en charge de la fin, est à la fois nécessaire et diablement complexe. Oui, il est difficile d'aborder le sujet de notre finitude incontournable. Perspective peu engageante de la mort, la nôtre, celle de nos proches, parce que nous avons tous été confrontés à la perte d'un proche, d'un enfant pour certains, d'un frère pour d'autres, d'un parent âgé, et parfois dans une agonie et une souffrance insoutenables. Et face à cette échéance, ou cette déchéance, le médecin soigne les corps, le religieux les âmes, et le législateur essaye d'encadrer ce moment si particulier. Depuis plus de 50 ans, pourquoi éprouve-t-on tant de difficultés à aborder sereinement ce sujet en France, alors que les législations évoluent au Canada et en Europe, chez nos proches voisins? Les lois existantes ne sont-elles pas suffisantes pour encadrer l'accompagnement de la fin de vie? Le politique institutionnel doit-il s'emparer de l'existentiel fondamental en tentant de le réguler? L'éthique du soin et la vocation du médecin ne sont-elles pas contraires au pouvoir de provoquer la mort? N'y a-t-il pas un risque de dérive d'économie budgétaire à vouloir se débarrasser des mourants plus vite? La mort ne peut-elle être qu'un processus naturel, ou bien, dans certains cas, être l'aboutissement d'une démarche d'aide humaine et fraternelle? Parce que c'est un sujet complexe, qui touche à notre humanité, parce qu'il n'y a pas de vérité commune définitivement admise face à la souffrance, à la dignité, à l'agonie. Nous avons une exigence de débat citoyen clair, serein et respectueux des convictions de chacun. Si l'accès universel aux soins palliatifs semble faire l'unanimité au sein de la société française, même si la politique budgétaire de ces dernières années n'a pas été favorable à l'investissement hospitalier, l'aide active à mourir, qu'il s'agisse de l'euthanasie ou du suicide assisté, pose un problème de conscience à la fois philosophique et éthique. Pour alimenter la réflexion sur ces sujets, nous avons demandé à 3 experts de nous éclairer chacun dans son domaine. Le soin, avec Stéphane Velut, chef de service de neurologie au centre hospitalier de Tours, et auteur d'un livre sur le sujet dans la collection Trac chez Gallimard, en vente ici auprès de notre partenaire. La foi, avec Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes, et responsable du groupe de travail bioéthique de la Conférence des évêques de France, qui nous fait l'honneur de sa présence malgré les circonstances que nous connaissons actuellement. Et la loi, enfin, avec Madame Laurence Maillard-Meignery, ex-députée de notre circonscription, et rapporteuse du projet de loi sur la fin de vie dans la législature précédente. Voilà, je laisse la place à Monseigneur Dornelas. La parole est à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce débat nécessaire et difficile. On n'entend pas ? Alors je voudrais aborder ce débat en disant quelques points en préalable. À chaque fois que je participe à un débat ou à une audition, d'une manière ou d'une autre, sur la question de la fin de vie, je pense toujours qu'il s'agit de parler de souffrance et de vulnérabilité. De souffrance, moi qui ne souffre pas, et de vulnérabilité, moi qui n'ai pas encore expérimenté que je pouvais être extrêmement vulnérable. Et donc je m'interdis de me dire que je sais de quoi je parle, puisque j'ai vu des personnes souffrir, j'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu mon père mourir d'un cancer, bien sûr. J'ai accompagné en tenant la main de personnes qui étaient extrêmement vulnérables, mais même avec le lien filial vis-à-vis de ses parents, on est quand même en bonne santé en dehors, à l'extérieur de la souffrance
et à l'extérieur de la vulnérabilité. Et peu à peu, en réfléchissant, depuis à peu près 15 ans, sur cette question de fin de vie, je me rends compte que j'apprends moi-même à me considérer comme vulnérable, à me considérer dans mon rapport à la souffrance et à me considérer dans mon rapport à la mort, en me disant que je suis mortel, qu'un jour je mourrai. Et j'ai appris peu à peu à ne pas m'effrayer de cette destinée à la vulnérabilité et de cette destinée à la mort. Et personnellement, je l'ai appris en côtoyant des personnes qui sont soit des soignants et qui m'impressionnent par leur manière de se situer vis-à-vis de la souffrance ou vis-à-vis de la vulnérabilité, la manière dont elles se situent par rapport à l'accompagnement des personnes en souffrance, en vulnérabilité et en vulnérabilité extrême. Je me souviens de ces soignants qui m'avaient invité dans leur unité de soins palliatifs et quand j'ai abordé la question de l'agonie, comment vous voyez cela, j'étais assez bouleversé de voir comment ces personnes avaient une maturité qui me dépassait, une maturité humaine étonnante, de savoir se tenir dans la sérénité face à la vulnérabilité extrême, face à l'agonie, tout en reconnaissant qu'il y avait besoin d'une aide. Il y avait, là où je suis allé, il y avait un groupe de parole qui permettait aux soignants de pouvoir s'exprimer ou exprimer leurs ressentis, leurs émotions. Deuxièmement, j'ai bien conscience que je suis ici au nom de la foi, mais je suis catholique et je connais un peu ce que dit l'Église catholique sur la question, mais j'ai vu que sur la feuille, il y a marqué la foi. Et je voudrais juste faire une petite insiste, c'est qu'à chaque fois que j'ai été auditionné de différentes manières, à l'Assemblée nationale, au Conseil économique, social et environnemental, au Sénat, au Conseil d'État, ou encore au ministère de la Santé, j'étais toujours auditionné avec des personnes représentant la confession juive, la confession musulmane, la confession orthodoxe, la confession protestante, et aussi bouddhiste. Et ce qui m'a toujours frappé dans ces auditions, c'est que nous avons des démarches de réflexion différentes, des traditions différentes de réflexion, mais nous sommes tous unanimes. Il y a comme unanimité dans l'harmonie vis-à-vis du fait que nous ne pouvons pas donner la mort à quelqu'un. On est unanime dans le fait que l'accompagnement est l'art des arts de la relation humaine, alors même que nos traditions n'ont pas toujours la même approche. Je tiens à le dire parce que ça m'a toujours frappé. Quand j'étais avec le grand rabbin Raïm Corsia, plusieurs fois j'étais avec lui. Quand j'étais avec, par exemple, le musulman, mais professeur de médecine, Sadek Beloussif, je suis frappé de voir notre convergence, alors même que ce n'est pas tout à fait les mêmes voies pour avancer vers cette convergence, mais il y a une convergence assez étonnante. Et avant de venir, et vous m'autoriserez ce soir à lire un passage du pape François, que j'ai rencontré plusieurs fois, je suis un peu heureux de tout ce qu'il a fait, et triste de ne plus entendre sa voix, mais je vais faire entendre sa voix. Avant cela, l'évêque qui vous parle se souvient, comme évêque, d'aller visiter un cardinal de l'Église, qui est un grand cardinal, qui a fait beaucoup de choses, qui m'a beaucoup impressionné. Et je suis allé le voir juste après la célébration de la messe, il n'a pas pu venir, et il m'a dit, viens après pour me voir. Et je vais le voir, et je lui ai dit, par son prénom, on s'appelait par son prénom, je lui ai dit, je vous voyais, parce que c'était un aîné pour moi, et je lui ai dit, je vais vous bénir. Il m'a dit oui. Alors je le bénis, puis au moment où j'ai fini, ma main est comme ça, et je le vois, il sort de son fauteuil, il était affalé et très faible, il me tire la main contre lui, à tel point que je suis en train de basculer sur lui, et je l'entends me dire, Pierre, l'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. Puis il m'a crié une 4e fois, l'angoisse.
Et alors, j'ai fait ce que j'ai pu, si c'était sans doute très maladroit. Enfin, bref, je suis resté fraternel auprès de lui, je suis resté proche de lui, ça a apaisé. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que, voilà, un cardinal n'est pas fier devant la mort, et l'évêque que je suis n'est pas fier devant la mort. C'est toujours une épreuve. En tout cas, j'ai en tête ce cri du cardinal, l'angoisse. Alors je voudrais vous lire ce petit passage du pape François qu'il a écrit 3 jours avant d'entrer à l'hôpital. Alors peut-être qu'il l'a écrit avant, mais enfin il a été publié 3 jours avant. Il est rentré à l'hôpital le 14 février et c'est un texte qui a été publié pour le 11 février. Et je suis touché parce que le 11 février, pour nous dans l'Église catholique, c'est la journée des malades. Alors il parle. Et il parle du partage. C'est le mot. Souvent le pape François dit un mot et puis il réfléchit sur ce mot. Et là il réfléchit sur le mot partage. Je le laisse parler. Les lieux où l'on souffre sont souvent des lieux de partage, où l'on s'enrichit mutuellement. Combien de fois on apprend à espérer au chevet d'un malade? Combien de fois on apprend à croire en se tenant près de ceux qui souffrent? Combien de fois on découvre l'amour en se penchant sur ceux qui sont dans le besoin? En d'autres termes, on se découvre des messagers de l'espérance, les uns pour les autres, tous ensemble, malades, médecins, infirmières, membres de la famille, amis, prêtres, religieux, religieuses, là où on se trouve, dans les familles, les cliniques, les centres de soins, les hôpitaux et les dispensaires. Il est important de savoir saisir la beauté et la portée de ces rencontres et d'apprendre à les inscrire dans notre âme pour ne pas les oublier. Garder dans le cœur le sourire bienveillant d'un soignant, le regard reconnaissant et confiant d'un patient, le visage compréhensif et attentif d'un médecin ou d'un bénévole, celui plein d'attente et d'inquiétude d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit enfant, d'un ami très cher. Ce sont autant de lumières à garder précieusement qui, même dans l'obscurité de l'épreuve, non seulement donnent de la force, mais enseignent le vrai goût de la vie dans l'amour et la proximité. Chers malades, votre marche avec les autres est un signe pour chacun, un hymne à la dignité humaine, un chant d'espérance dont la voix va bien au-delà des chambres et des lits des établissements de soins où vous êtes. Vous stimulez et encouragez dans la charité l'agir harmonieux de toute la société, dans une symphonie parfois difficile à réaliser, mais très douce et forte, précisément pour cette raison, capable d'apporter la lumière et la chaleur là où elle est le plus nécessaire. Voilà ce petit texte du pape François qui dit que combien on apprend au chevet d'un malade, combien on apprend au chevet d'un souffrant, avec toutes ces lumières qui sont dues à ces partages et à ces rencontres, ces lumières qui sont à garder précieusement et qui vont bien au-delà des chambres, mais qui vont éclairer, faire entendre une symphonie bien difficile à repérer dans notre société, mais qui est pourtant si douce et si forte, nous dit le pape François. Et enfin, je porte au nom de la foi chrétienne et juive, où nous avons les mêmes livres, les livres de la Bible dans la tradition d'Israël, qu'a intégré complètement la Bible chrétienne. Nous le savons, dans toute cette lumière qui nous est donnée par la loi de Dieu, il y a cette expression « tu ne tueras point », alors même que la Bible commence par le meurtre d'Abel par Caïn, le récit du fratricide. Et effectivement, plus tard, voilà, dans le récit biblique, il y a cette expression « tu ne tueras pas », qui est tout autant un « tu ne tueras pas le coupable ». L'Église, de plus en plus, exprime son opposition à la peine de mort, même si c'est compliqué selon les cultures différentes. Tu ne tueras pas qui s'applique aux coupables, d'où l'Église se refuse à avaliser la peine de mort. Et je vois que selon les cultures, selon les traditions juridiques, c'est pas toujours évident d'être contre la peine de mort dans certains lieux, notamment en Afrique, où parfois le système juridique ne fonctionne bien que parce qu'il y a la dissuasion de la peine de mort dans la loi.
nous avons été libérés, Dieu soit loué. Mais c'est aussi, tu ne tueras pas vis-à-vis des innocents. Tu ne tueras pas toute personne, qu'elle soit coupable, pire que l'innocent. Tu ne tueras pas. Et ce tu ne tueras pas est traduit ensuite dans la fin de la Bible chrétienne, est assumé comme déjà dans la tradition juive. Ce tu ne tueras pas se traduit positivement, comme j'aime bien le dire aux étudiants que j'ai, à chaque fois qu'on prononce une phrase avec une négation, il faut essayer de la prononcer de façon positive. Tu ne tueras pas signifie quoi positivement? Voilà. Et plutôt que d'avoir un interdit biblique, tu ne tueras pas, quelle est donc la traduction positive de ce tu ne tueras pas? Eh bien, dans la Bible, dans le livre des Proverbes, c'est l'accompagnement notamment de deux catégories qui disent des souffrances, la veuve et l'orphelin. Et pourquoi la veuve et l'orphelin? Parce que toi, Israël, tu as été veuf. Toi, Israël, tu as été orphelin. Tu as l'expérience de la douleur, de la séparation d'un être cher, et donc, puisque tu as cette expérience, préserve la veuve et l'orphelin. C'est-à-dire accompagne la veuve et l'orphelin. Et cela va se traduire par ce récit inventé par Jésus qui s'appelle la parabole. C'est un récit pour faire entendre une leçon spirituelle, une leçon humaine. C'est le récit du bon samaritain. Ou le bon samaritain qui rencontre quelqu'un d'à demi mort et qui s'arrête, qui prend soin de lui, en lui versant de l'huile et du vin sur ses plaies, et qui le confie à une auberge et qui dépense tout son argent pour payer l'aubergiste. Un peu comme s'il y avait un aidant qui fait confiance à l'institution de soins. Et dans cette parabole du bon samaritain, c'est intéressant parce que c'est la fameuse question qui est posée à Jésus: mais qui est mon prochain? Quand celui qui vient interroger Jésus pour savoir qu'il soit plus grand commandement, et le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, c'est bien. Mais du coup, celui qui a interrogé Jésus veut montrer que c'est pas si simple que ça. Mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et là, Jésus fait le récit. Voilà. Quelqu'un qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui est à demi-mort par des bandits, laissé à demi-mort par des bandits sur le chemin. Et voilà qu'un samaritain passe. Et le samaritain va prendre soin. Et Jésus termine. Qui donc est le prochain? Et le scribe, celui qui pose des questions à Jésus, répond, c'est le samaritain. Et Jésus dit, toi aussi, sois le prochain. Et ainsi, le prochain, c'est celui qui se fait proche. Ce n'est pas le malade dont il faut accompagner. Tu aimeras ton prochain, ce n'est pas le malade. C'est plutôt le malade qui va aimer celui qui se fait proche. Tout malade a besoin de quelqu'un qui se fasse infiniment proche. Le malade a besoin d'une institution qui se fasse infiniment proche. Le malade a besoin d'une société qui se fasse infiniment proche. Et il me semble que dans la foi que je représente avec mes frères protestants et orthodoxes et avec mes frères et sœurs juifs, nous avons les mêmes écritures, il me semble que cette notion de la proximité, c'est toute la manière de vivre et de mettre en place, de le financer, d'oser le financer, donc peut-être de choisir de ne pas vivre une activité qui, selon ma perspective individuelle, me plairait, renoncer à des activités pour pouvoir financer la possibilité à la société de se faire proche. Vous le savez, le débat budgétaire actuel et le débat sur les soins palliatifs et la fin de vie se heurtent à une grande difficulté budgétaire quand on pense que 50% des personnes qui ont besoin des soins palliatifs, selon la Cour des comptes, ne peuvent pas y avoir accès. La société ne sait pas se faire proche. La société a oublié qu'elle a la mission d'être le prochain des membres de la société qui sont nos frères et sœurs malades en fin de vie. Il me semble que là, il y a un défi considérable que nous rappelle le bon samaritain, qui est sans arrêt cité par l'enseignement de l'Église, mais
qui est cité par le Conseil d'État. Et je suis frappé de voir comment le Conseil d'État comprend ce mythe, ce récit du bon samaritain. À cet égard, et je termine par là, le grand philosophe Habermas, qui n'est pas d'une confession religieuse, c'est un bon philosophe agnostique, Habermas dit que dans une société qui est devant des choix cornéliens, dramatiques, elle doit pouvoir se référer aux grands mythes des religions, qui sont des mythes qui contiennent une sagesse universelle. Il me semble que le mythe, la parabole du bon samaritain contient une leçon de sagesse qui nous invite non pas à considérer le prochain dans la personne vulnérable, mais à considérer que nous devons nous faire le prochain de cette personne vulnérable. Et ce nous, symbolisé par l'auberge, c'est pas simplement leader tout seul familial, c'est pas simplement l'équipe soignante, c'est pas simplement toute l'équipe de l'institution de soins, y compris dans son financement, mais c'est toute la société. Comment la société peut-elle induire cette proximité, la faire vivre, cette proximité, pour accompagner, avec tous les progrès de la science, accompagner nos frères et sœurs qui sont dans la vulnérabilité et parfois jusqu'à la vulnérabilité extrême de l'agonie. Voilà mon petit propos d'introductif au débat. Merci, merci Monseigneur. Merci d'abord pour cette invitation qui va nous permettre de discuter entre nous trois, les quatre, et aussi et surtout peut-être avec le public. Alors, vous évoquiez le mot d'expert. Je pense qu'aucun ne peut se prétendre être expert de cette question. Je crois qu'il s'agit là d'une question qui regarde les consciences individuelles, qui appelle une opinion individuelle. La mienne n'a pas plus de valeur que la vôtre. Même s'il est vrai qu'en 43 ans d'exercice de la neurochirurgie, j'ai été amené à avoir des situations tragiques et dans des cas exceptionnels, je dis bien exceptionnels, des situations épouvantables. Pour autant, je n'avais pas réfléchi à la question. Disons que dans l'exercice quotidien d'une telle spécialité, on a des joies de guérir, on vit des tragédies parce que nous n'y sommes pas arrivés, parce que la maladie est plus forte que nous. Et puis finalement, la question philosophique, je dirais pourquoi je me la suis posée, mais elle vient assez tard, peut-être avec l'âge d'ailleurs. Une chose en tout cas, au cours de mon exercice m'a frappé, c'est que je pense qu'il est très difficile d'avoir une opinion fixe, définitive, même pour soi-même, encore plus difficilement pour les autres d'ailleurs, sur la question. Je veux dire par là que moi j'espère pouvoir bénéficier d'une aide à mourir si je me retrouvais dans une situation épouvantable, ce que je qualifierais d'invivable. On pourra parler de ce qu'est la vie sur le plan philosophique et ce qu'elle est sur le plan médical, c'est pas tout à fait la même chose. J'espère pouvoir bénéficier d'une aide à mourir, et puis finalement peut-être que au dernier moment, je résisterai, je m'accrocherai à la vie, j'attendrai que mes fils viennent me voir, et je changerai d'avis. Comme a changé d'avis d'ailleurs Wilfried Martins, qui a été Premier ministre belge pendant plus de 10 ans, leader du Parti démocrate chrétien, qui s'était fermement opposé avec son parti à la loi en Belgique qui a émergé en 2002, fermement opposé à cette loi qui autorisait l'aide à mourir, et qui finalement, quelques années plus tard, en a profité. C'est dire que d'avoir parce qu'il avait un cancer du pancréas, je peux le dire, puisque ça a été publié, etc. Donc ça veut dire qu'avoir une opinion fixe, définitive, y compris pour soi-même, est très difficile. Et a fortiori pour les autres. Alors comment je suis venu
je pense que c'est pas inintéressant de vous dire ça, parce que comment je suis venu à réfléchir à cette question, bien que, ayant travaillé très longtemps dans un hôpital, et encore une fois, ayant vu des choses difficiles. Eh bien, en fait, c'était précisément durant la session parlementaire où vous, avec M. Falorni, donc, discutiez et faisiez la proposition de cette loi, que Régis Debray, le philosophe que tout le monde connaît, avec qui je discutais, de vive voix, on parlait de choses et d'autres, et il me dit, Stéphane, mon âge aidant, cette question m'intéresse, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je lui ai répondu par 2 mots, plutôt que, il a préféré quelques mots rapides plutôt qu'un long discours. Et après ces quelques mots rapides, il m'a dit, est-ce que vous pourriez m'écrire 50 pages là-dessus? Bon, j'étais un bon élève étant jeune, mais je fus un mauvais élève là plus vieux. Je lui ai répondu plus ou moins oui, sans savoir vraiment comment j'allais me tirer de cette affaire. Mais l'occasion quand même était donnée de répondre à ce philosophe qui attendait quelques réponses à ces questions. Il m'a rappelé 3 semaines, 1 mois après, mais vous commencez, j'ai dit oui, c'était faux, j'ai rien fait. Et puis, sur son insistance, en fait, je voyais bien qu'il fallait que je m'y mette. Et puis, il fallait quand même que je m'y mette, parce que cette question me tracassait comme elle vous tracasse tous. Et là, j'ai commencé à lire un article, 2 articles, 1 livre, 4 livres, 6 livres, 12 papiers, 40 opinions, toutes pertinentes, toutes opposées les unes aux autres, toutes nuancées, en espérant pouvoir faire une synthèse de cette affaire-là. Je me suis rendu compte que c'était impossible, je ne pouvais pas faire une synthèse de 60 millions de mots, en avançant une opinion bancale qui était la mienne, qui était pour... Et résultat, je me suis posé la question, plutôt, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas à écrire quelque chose de sensé sur le problème? Et pourquoi finalement, puisqu'il y avait eu effectivement 4000 amendements à votre projet, pourquoi y a-t-il eu 4000 amendements? Il y a peut-être eu des raisons politiciennes, enfin, je ne pense pas que. Pourquoi il y a tellement de nuances d'un pays à l'autre? C'est pas forcément calqué sur les religions, d'ailleurs. Bref, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi la question est si abyssale? Et c'est donc par ce biais que j'ai tenté d'écrire ce petit texte que Didier Leroy a eu la gentillesse d'évoquer, préférant, comme dit d'ailleurs Régis Debray, préférant les questions aux réponses. Nous sommes dans une civilisation qui préfère les réponses aux questions. Et là, sur ce problème, je pense que les questions doivent avoir raison des réponses. Alors, en fait, je vous parlais de situation exceptionnelle, et pour lancer le débat, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais juste vous lire 1 page et demie qui introduit mon petit texte. Tout simplement parce que les livres et les articles que j'avais accumulés dans mon bureau, je les ai rangés et je me suis souvenu d'un cas que j'avais vécu quand j'étais jeune interne dans un service de neurochirurgie et que je vais vous exposer de façon assez brève. Je l'appellerai Déborah. Le fait de vous exposer ce cas me fait revenir en mémoire sa chambre, son visage et celui de ses parents. Avant, elle avait des cheveux blonds bouclés et un visage espiègle. Ça, je ne l'ai vu qu'après, sur une photographie que m'a montrée sa mère. Parce que depuis 8 mois, la peau de son crâne est nue, son visage est grisâtre, son regard triste, elle ne lâche jamais un bout de chiffon usé, pendu au bout d'une tête qui a dû être celle d'une poupée à qui elle a donné un nom.
Je ne la connaissais pas, je n'avais pas connu son histoire émaillée de chirurgie et de chimiothérapie. Je la découvre un lundi, allongée sur son lit d'hôpital. Elle est entrée dimanche, parce que ses parents ne savent pas comment faire. Les volets de sa chambre sont tirés car la lumière la gêne. Son corps est en arc de cercle, tête rejetée en arrière. Les muscles de son dos sont tendus comme des cordes. Je n'avais jamais vu ça, je ne l'ai jamais revue. Elle bouge à peine. Le moindre de ses mouvements la fait souffrir. Le moindre effleurement de sa peau la brûle. La toilette, un enfer. Pour l'heure, il est hors de question de traiter une nouvelle récidive, ce serait inutile. La tumeur fait saillie au bas de sa nuque. Elle est dure comme de la pierre. On sait qu'elle envahit maintenant la colonne vertébrale, touche à moi l'épinière et descend dans le thorax, loin des organes vitaux. Une sonde la nourrit et l'hydrate parce qu'elle ne déglutit pas. Morphiniques, sédatifs et autres molécules anticontracturantes sont toutes inefficaces. La mère ne la quitte pas, elle lui tient la main le jour, dort auprès d'elle la nuit sur un lit de fortune installé dans la chambre. Chaque jour, je vois vieillir un peu son visage de jeune femme. Parfois, pendant les soins, je parle avec elle dans le couloir ou ailleurs, dans un petit bureau, je ne sais pas quoi lui dire. Même aujourd'hui, je ne saurais pas quoi lui dire. On la sauvera, dit-elle. La mort de Déborah, pour elle, la mère, c'est pas concevable. Un jour, le père veut parler seul au médecin du service. Je suis autorisé à assister à l'entretien. Il faut que ça s'arrête, dit-il, c'est inhumain de la laisser comme ça, il faut que ça s'arrête. Ma femme ne veut plus entendre parler de ça. J'ai pourtant essayé d'aborder le sujet et refuse d'en parler. Elle dit toujours on la sauvera, bien sûr, elle a 6 ans. Mais vous savez bien qu'il n'y a plus rien à faire. L'équipe aussi le sait, qui redoute désormais de rentrer dans la chambre, où les cris étouffés scandent les gémissements. Le jour de la réunion qui regroupe infirmières et médecins, j'ai la bêtise d'évoquer l'anesthésie générale. Pour la réveiller quand, me dit le patron du service, pour la réveiller quand? Alors chacun s'exprime, tandis que l'on sait tous qu'on peut faire, qu'on ne peut faire que ça. Ça, quelque chose qui l'endorme et finalement la tue, mais qui? Qui est prêt à faire ça? Dit le patron, les yeux tournés vers moi. Nous sommes en 82. Sur ça, il n'y a pas de loi. Pour la première fois, de ce qu'on m'avait appris, les bases de la médecine jusqu'aux rudimentaires notions de ses spécialités, tout cela me paraît dérisoire. Rien de mes fragiles connaissances théoriques ne me paraît plus inutile. Ce visage me poursuivit des mois, ma main tremblant encore au souvenir de ce visage d'enfant qui revint sous mes yeux en lisant un article sur ce débat d'avril à l'Assemblée. Et je terminerai sur cette phrase avant de vous laisser discuter. Une phrase encore de Régis Debray qui dit « On ne devrait jamais rien dire des choses qui vont sans dire ». Merci. Je cède la parole à Laurence Maillard-Mignon. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir organisé ce débat, parce que, en général, le débat est absolument nécessaire, voire vital dans une démocratie, mais pas que. Et sur ce sujet en particulier, c'est un sujet assez redoutable à aborder, je dois dire. Et donc, merci encore. Et puis d'organiser ces débats régulièrement, comme vous le faites avec votre équipe. Et je vous en suis reconnaissante. Voilà. Il y a plein de façons d'aborder ce sujet de l'aide à mourir, l'euthanasie, le suicide assisté, l'aide médicale à mourir. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de mots. Et je dois vous dire, quand j'ai été élue parlementaire en 2017, je me souviens avoir dit à mon mari, s'il y a une chose que je redoute par-dessus tout, c'est d'avoir à légiférer sur la fin de vie. Et puis, il s'est trouvé qu'en 2018-19, peut-être 2018-19, arrive à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale un texte d'Olivier Falorni, dont c'est vraiment le sujet de ces mandatures, si je puis dire, et qui est une proposition de loi. Une proposition de loi, c'est une petite loi, comme on appelle ça nous, écrite par les parlementaires, et qui ne suit pas la voie un peu royale des textes qui sont proposés par le gouvernement, comme c'est la règle, la majorité des textes de loi votés à l'Assemblée nationale. Et ce texte est débattu, et j'arrive un peu par hasard au milieu des débats, avec une présence un peu soutenue des parlementaires. Et puis, Olivier Falorni à la tribune,
Olivier Faroni, que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, ou très peu, et qui était à la tribune de l'Assemblée nationale avec des monceaux de papier autour de lui. Donc à l'époque, vous voyez, on n'était pas passé aux amendements numériques, on était encore à la version papier des amendements qu'on imprimait pour tous les parlementaires, ce qui représentait des quantités colossales de papier. Et il était presque invisible sous ces énormités de tas d'amendements. Et ça représentait tous les amendements qui avaient été déposés par 2-3 parlementaires, bien résolus et déterminés à faire obstruction à ce projet de loi. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable que sur un sujet aussi important, eh bien, on puisse faire ce genre de choses. C'est-à-dire ne pas donner la possibilité de débattre. Voilà. Et c'est un sujet pourtant, peut-être plus que les autres encore, on peut le dire, éminemment important de débattre dans une démocratie et à l'Assemblée nationale. Donc on était invités à légiférer, mais on n'a pas pu légiférer. Et j'ai vu la tristesse dans les yeux de ce parlementaire, et peut-être une tristesse qui était assez bouleversante, je crois. Quand on est parlementaire, c'est un travail extrêmement important. Ce sujet-là lui tenait particulièrement à cœur. Et je pense que moralement, il avait pris beaucoup d'engagement, en fait, auprès de personnes, voilà, qu'il avait certainement croisées dans ses pérégrinations et ses discussions de parlementaires. Il s'était engagé à aller au bout de ce chemin-là. Et j'ai vu presque un peu sa détresse de ne pas aller au bout de l'examen de cette loi et d'être empêché de le faire parce qu'il y avait une obstruction en règle. L'obstruction, elle est possible à l'Assemblée nationale, elle n'est pas interdite. Et puis, voilà, ce chemin-là fait un peu lien d'amitié avec lui, on forme un petit groupe, on réfléchit, on se dit quand même, on ne peut pas avoir fermé la porte au débat, beaucoup de gens l'attendent, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une très grande attente de l'opinion publique en général, ou en particulier, mais une attente de la société, au moins d'un débat, pas forcément de le trancher tout de suite, mais de débattre. Et que ce débat-là, ou en tout cas la possibilité ou pas de recourir à une aide active à mourir, aide médicalisée à mourir, quel que soit le terme, quelle que soit la façon dont on l'aborde, on ne pouvait pas avoir un débat clos d'avance. Et donc on a formé ce petit groupe, on a travaillé, on a essayé d'avancer, faire un travail transpartisan, parce que c'était véritablement un sujet transpartisan qui traversait tous les groupes parlementaires, qu'ils soient de gauche ou de droite, il y avait des pour et il y avait des contre. Et finit par arriver ce projet de loi venant du gouvernement. Donc ça, c'était en 2024, un aboutissement d'un travail assez long, et qui est d'un travail assez long en amont de la Convention citoyenne sur la fin de vie, souvenez-vous, qui avait fait un travail, me semble-t-il, assez remarquable, très bien organisé, des débats profonds, des débats longs, des contradictions, et puis des positions qui arrivaient un petit peu à converger, y compris de ceux ou celles qui s'exprimaient en disant « moi j'étais totalement opposée », et finalement, à écouter les uns les autres, les témoignages, j'ai un petit peu évolué dans ma position. Et j'ai trouvé que les conclusions de cette Convention citoyenne sur la fin de vie que le Comité économique et social avait organisée étaient absolument remarquables. Et puis, l'avis du Conseil national d'éthique, me semble-t-il, qui a rédigé un rapport dans lequel il disait on n'est pas opposés, mais ce qu'il faut, c'est ne pas antagoniser le travail qui a été fait par la loi Claes-Minetti, les débats parlementaires, ne pas antagoniser, ne pas dire c'est l'un ou l'autre. C'est les soins palliatifs ou l'aide à mourir, et s'il n'y a pas assez de soins palliatifs en France, on ne peut pas envisager l'aide à mourir. Ils ont dit, dans leur rapport, c'est écrit, on peut l'envisager si on trace un chemin ensemble, c'est-à-dire qu'on favorise, on multiplie les budgets pour, au contraire, permettre davantage d'accès aux soins palliatifs. On va presque parler d'universalité des soins palliatifs, pourquoi pas? Oui, c'est le souhait de beaucoup de soignants, de beaucoup de malades, de beaucoup de familles, mais aussi, ce faisant, on ouvre aussi cette possibilité d'une autre façon d'arriver à une fin de vie, ou en tout cas une aide à mourir, qui ne soit pas que les soins palliatifs. C'est laisser cette porte ouverte, cette liberté possible. Et puis, voilà, fort de ce rapport et de ces écrits,
on a commencé à travailler le texte de loi, on a pris beaucoup de temps, on a fait beaucoup d'auditions. Monseigneur, on vous a auditionné également. J'essaierai de me souvenir de quelque chose que j'ai retenu en fait de votre audition. Et voilà, et c'était 3 mois de travail très très intense, très long, avec une commission spéciale et un texte qu'on a bien avancé, qu'on a travaillé en commission spéciale justement. On était quasiment au bout du texte, on avait vraiment fait, je trouve, quelque chose d'assez formidable, qui est rare à l'Assemblée nationale, un vrai travail transpartisan d'écoute, de consensus, avec des contradicteurs, des débats un peu passionnés. Et on était à 8 jours d'adopter le texte. Il nous restait 8 jours de débat. Et puis la dissolution a évidemment décidé, en tout cas, autrement les choses. Et si je voudrais pas du tout vous paraphraser, Monseigneur, je n'oserais pas, mais je me souviens très bien dans les auditions que nous avons menées, donc les représentants des cultes étaient bien sûr invités. Vous êtes familier aussi des débats sur les lois bioéthiques à l'Assemblée nationale, donc vous êtes très connu à l'Assemblée nationale. Et vous aviez dit, effectivement, non pas, vous n'avez pas exprimé une position, mais je me souviens vous avoir questionné en vous disant, mais si vous êtes face à une personne mourante qui est en grande souffrance, que feriez-vous? Et vous avez répondu, je ne la jugerai pas. Et j'avais trouvé ça remarquable, et quelque part ça m'a soulagée de vous entendre. Quelles que soient mes convictions, religieuses ou pas, ça c'est mon domaine privé, ça ne doit pas interférer dans les débats, en tout cas parlementaires. J'avais trouvé ça comme un peu voilà, une forme de liberté que j'ai pris à mon compte en disant avançons, allons-y. Et je sais que ce n'était pas un feu vert de votre part, mais je l'ai pris comme ça en me disant finalement, si on peut s'entendre sur quelque chose de compliqué et qu'on est tolérants les uns envers les autres, on ne juge pas ceux qui souhaitent recourir à l'aide à mourir. Les témoignages autour de vous, dans nos familles, on a côtoyé des morts, des gens très proches qui sont partis, parfois dans des souffrances assez insupportables pour elles-mêmes et pour les proches. Puis finalement, c'est les proches après qui restent et qui réfléchissent à tout ça en se disant mais si on avait pu faire autrement, si on avait pu aborder les choses autrement. Et puis, sans être beaucoup plus longue, mais ce qui a été aussi déterminant dans cette façon que j'ai eue de militer pour avoir une responsabilité sur ce texte-là que je redoutais au début de mon mandat, c'est aussi parce que je ne peux pas admettre que des Français, des malades, aillent à l'étranger pour recourir à l'aide à mourir, l'aide active à mourir, ou à un suicide assisté ou à l'euthanasie. Je ne veux pas l'accepter. Et je ne peux pas l'accepter tout court, parce que je crois que c'est profondément injuste, voilà, qu'un droit soit possible à nos frontières et pas dans notre pays, parce qu'on n'a pas légiféré pour ça. Et puis, profondément inégal et injuste, parce que un certain nombre de personnes ont les moyens de le faire et d'autres pas. Voilà. Et donc, c'est l'histoire d'un texte qui a été inabouti dans cette discussion, mais qui a été repris courageusement il y a quelques semaines. Et j'avais un peu peur quand le Premier ministre a dit on aura 2 textes, un texte sur les soins palliatifs et un autre texte sur la fin de vie. Je savais que là, c'était en embuscade une façon de dire qu'on n'arriverait pas à voter les 2 textes. Et ce souhait initialement d'avoir dans un même texte les soins palliatifs, l'universalité des soins palliatifs et l'aide active à mourir me semblait très juste. Là, ce n'était pas le cas. Et puis Olivier Farloni a certainement beaucoup milité pour que, en fait, l'exact texte que nous avions voté, là où nous nous étions arrêtés, il le rédige et le représente à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc les discussions ont repris. Et avec exactement les termes qui avaient été votés, discutés, amendés, à 8 jours près. Voilà. Et je tiens le texte de loi sous mes yeux pour aussi permettre de recadrer un tout petit peu les choses, parce que j'ai à nouveau entendu, lu dans la presse, des éditoriaux, des choses qui étaient inexactes sur ce projet de loi, qui n'ont jamais été vraies d'ailleurs. Donc c'était la boîte de Pandore. On ouvrait toutes les possibilités, ce qu'il faut, bien sûr. C'est très encadré, très compliqué, très encadré. Avec le consentement, avec un avis médical, voilà, je pense que tout ce que la France peut faire en normes et en encadrement, en contrôle, vous pouvez être à peu près sûr et rassuré par rapport à ça, ce qui n'empêche pas que vous puissiez rester opposé ou favorable. Simplement,
ne nous jugeons pas par rapport à ce souhait de choisir sa fin de vie de la façon la plus digne qu'on peut souhaiter. En tout cas, pour les malades qui souffrent et dont les traitements n'arrivent plus à apaiser les souffrances, je crois qu'on se doit cette écoute-là, cette humanité. Voilà, je vous remercie. Je me suis toujours posé la question de l'épouvantable difficulté à légiférer sur ce problème. D'abord, pour une simple raison, c'est qu'il s'agit, comme je l'ai dit, de situations exceptionnelles, qui sont toutes différentes, parce qu'en matière d'horreur, de situations épouvantables, hélas, la nature a beaucoup plus d'imagination que nous. Autrement dit, pour le législateur, être exhaustif, c'est-à-dire parvenir à envisager toutes les situations possibles, me paraît pas possible. Ça me paraît très difficile. Alors, d'autant plus que, et autant que je sache dans le projet Falorni, ce projet s'adresse à une personne majeure, et précisément si j'ai exposé le cas que je vous ai exposé, c'est qu'il s'agit d'une mineure qui, bien sûr, n'avait pas fait n'avait rien écrit, bien sûr, qui, bien sûr, ne faisait que souffrir sans émettre de souhait. Enfin, à cet âge-là, c'est... même si à 6 ans, on a la conscience de la mort... Et puis, la situation était telle que la mère ne voulait rien savoir et le père voulait qu'on fasse. Donc là, je ne vois pas, moi, comment, dans une situation comme celle-ci, un texte peut nous secourir. Alors, moi, j'ai fait je me suis osé à faire un texte de loi de 3 lignes, dans ce petit texte, que je pourrais vous lire si vous voulez. Mais ce texte, il est évasif. Or, le législateur n'aime pas l'évasivité, n'aime pas l'évasif. Pourquoi ? C'est parce que, je crois, un texte évasif, je peux vous le dire, ce sera plus simple et concret, il est des exceptions ou soulagé au point d'abréger paisiblement la vie dans une intention seulement guidée par la bonté, ou soulagé au point d'abréger paisiblement la vie dans une intention seulement guidée par la bonté est légitime. Ça, c'est un texte évasif. En quoi le législateur a peur de l'évasif ? C'est pour la raison suivante. C'est que si les êtres humains entourent le mourant, le législateur, lui, veut l'encadrer. C'est toute la différence qu'il y a entre le cercle et le carré. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce cadre me paraît très difficile. Il est très difficile de faire rentrer l'un dans l'autre. Pourquoi vous voulez l'encadrer ? Alors, je m'adresse à vous, peut-être même à vous tous. Pourquoi nous voulons l'encadrer ? C'est surtout pour éviter les dérives. Il y a une crainte terrible de la dérive. Alors là, à ce sujet, je pense que d'abord, c'est un manque de confiance envers les citoyens. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec un nombre important de jeunes internes, d'infirmiers, d'aides-soignants, de médecins plus ou moins vieux, etc., plus ou moins jeunes. Vraiment, je n'imagine pas une seule seconde. Même j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui travaillaient dans ce domaine via le milieu associatif. J'imagine pas ces gens-là tout d'un coup se dire allez, comme certains le craignent, on va en profiter pour abréger la vie des personnes très âgées en EHPAD de façon inconsidérée. Alors, moi je crois que là il y a un problème, ce problème de la crainte, ce manque de confiance qu'on trouve exprimé dans certains pays comme la France par un excès de loi. Il y avait eu un papier d'un
un haut fonctionnaire en 2022, qui s'appelait Christophe Wache, je ne me rappelle plus son Duval, pardon, qui faisait remarquer qu'en 20 ans, le nombre de mots de nos lois était passé de 21 millions à 44 millions. C'est-à-dire qu'on veut absolument tout encadrer. Alors moi, je crois que c'est le signe, à mon avis, mais ça, je suis un petit peu violent en disant ça, c'est le signe d'une société qui va mal. Je veux dire par là, ne pas faire confiance dans les citoyens, considérer que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, c'est le signe d'une société qui va mal. Je donne un exemple simple. Vous prenez, vous êtes dans un cimetière avec un enfant, et un petit garçon, il vous lâche la main, il se met à courir en hurlant. Qu'est-ce que vous faites? Par respect du lieu, vous l'attrapez, vous lui dites c'est pas dans la loi, ça. C'est simplement être civilisé. C'est-à-dire, finalement, dans un cimetière, on ne laisse pas un enfant courir et jouer et hurler. Voilà. Et ça, c'est une civilisation. Autrement dit, ce que je crois, la différence entre une société et une civilisation, ce qui n'enlève rien au courage du législateur, mais vous êtes en fait, vous êtes finalement porté par le public, vous êtes obligé, presque intimé de légiférer sous la pression du public, qui craint les dérives aussi, vous voyez. Mais je crois que finalement une civilisation, c'est pour ça que j'aime bien le mot de Régis Debray, on ne devrait jamais rien dire des choses qui vont sans dire, ce sont des lois tacites, ce sont des lois qui ne sont pas écrites, mais qui de toute façon sont appliquées par chacun de nous parce que nous sommes civilisés. Autrement dit, pour être très concret, si la loi passe, avec des termes qui autoriseraient par exemple un médecin à abréger la vie de quelqu'un qui est dans une situation psychique très, très difficile, il est évident que on n'aura personne pour donner une grosse dose d'étal à une jeune fille qui vient de vivre un chagrin d'amour. On ne le fera pas, ça, parce que ça, c'est être civilisé. Donc je crois que dans ce besoin d'encadrement législatif, dont vous n'êtes pas à l'origine, encore une fois, je pense que c'est la société elle-même qui est à l'origine de ce besoin de cadre. Il y a là un manque de confiance des citoyens envers eux-mêmes, des citoyens envers la politique et des politiques envers les citoyens. Et ce manque de confiance, je le regrette. Et encore une fois, je crois que c'est toute la différence qu'il y a entre l'entourage et l'encadrement, entre le cercle et le carré. Je pense que c'est pas du tout l'intention de contrôler, c'est d'autoriser. Parce qu'aujourd'hui, en pratique, la réalité, c'est que vous pouvez être condamné pénalement si vous aidez un malade avec une aide active à mourir. Évidemment, le malade qui vous le demande, il a toute légitimité à vous le demander. Mais vous pourriez dire, non, mon éthique m'interdit de le faire. Et vous auriez le droit, et d'ailleurs la loi vous permettra de dire non. Mais ce n'est pas encadré, c'est autorisé. Et on est obligé dans une loi d'être précis, parce que c'est des sujets extrêmement importants, on est obligé dans une loi de protéger les plus vulnérables. Et pardon, mais on n'est pas dans un monde de bisounours, il y a quand même des gens qui ont des intentions extrêmement... qui peuvent aussi ne pas être tout à fait louables. Donc on doit protéger les gens vulnérables, on doit fixer dans la loi des critères, même si c'est un peu prosaïque de le dire, mais il faut quand même le dire. Et la loi, elle dit, jusqu'à présent, elle évoluera peut-être, et probablement qu'elle évoluera d'ailleurs, il faut avoir toute pleine conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on demande en tant que malade, c'est la loi qui le dit, et ça veut dire que ça ne permet pas à ceux qui ne l'ont plus cette conscience de demander l'aide à mourir. Autrement dit, je pense que ça doit être une responsabilité individuelle de le demander et dépénaliser l'acte pour un médecin ou un soignant qui accompagne une personne
est totalement indispensable pour clarifier les choses. Après, un médecin, un infirmier pourra dire « je m'y refuse ». Comme pour l'avortement, cette clause de conscience, elle est là, elle sera respectée. Mais je pense qu'un avis médical, objectiver la situation et être à l'écoute d'un patient qui le demande, c'est la base. Et le texte doit protéger les plus vulnérables. Ensuite, ce débat sur les mineurs et les enfants malades, il était très dur à l'Assemblée. Et j'ai dû choisir une position, je me suis refusée à ça. J'ai dit, je pense que je ne peux pas imaginer de demander à des parents de décider, parce que c'est ça, en fait, un mineur ne décide pas, c'est les parents qui décident. Et c'est exactement le cas de figure pour lequel on n'aura pas de solution. Effectivement, on n'en aura pas. Parce que la loi, elle ne prétend pas du tout répondre à tous les cas de figure. Elle répond à quelques cas de figure. De malades qui savent qu'ils ont une maladie incurable, qui savent qu'ils vont mourir et pour lesquels les traitements n'ont plus d'effet. C'est ça, douleur physique et psychologique tellement forte qu'un médecin peut dire « oui, là je comprends, on va vous aider ». C'est quelques cas, hein, ça ne sera pas... voilà, donc effectivement, la loi, elle n'ouvre pas toutes les possibilités. Elle ne cherche pas à encadrer, mais elle fixe des critères, ce qui est absolument indispensable. Et oui, elle doit être précise. La loi, c'est un code, c'est modifier des codes. Le code de la santé publique, le code pénal, c'est clairement ça, il faut regarder. Et malheureusement, oui, des fois, c'est un peu du jargon. Et oui, bien sûr qu'il y a une inflation de normes et législatives. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'économie des mots sur un sujet aussi important, et peut-être davantage faire l'économie sur d'autres textes qui sont beaucoup moins importants, où la loi est trop bavarde, ça on le dit plein de fois. Mais là, je crois qu'il faut de la précision pour que ça ne laisse pas l'ombre d'un doute et qu'un médecin qui pratique et qui aide quelqu'un à mourir ou qui l'assiste, en tout cas qui autorise la substance létale et le processus, ne soit pas attaquable par autre personne qui l'a demandé. C'est ça que le texte. Moi, croyez bien que j'ai tout à fait vu l'ouverture. Moi, j'ai été ravi de voir l'ouverture qu'offrait ce texte, bien sûr. Sur les dérives éventuelles que vous évoquiez un petit peu, je pense que la loi dissuade moins qu'elle ne punit. Et je ne crois pas qu'un excès de mesures empêche la démesure. Enfin, bon, ça, ça c'est une position, de toute façon, voilà. Par contre, le fait, bon, là, le problème des mineurs reste entier quand même, et ça, c'est quelque chose qui est... c'est un petit peu d'ailleurs comme la violence faite aux enfants, c'est qu'on n'en parle pas, ils ne parlent pas, elles sont considérables. Il y a un papier justement chez Gallimard, publié aussi dans cette collection, qui est glaçant, et on n'en parle pas dans les médias, et les enfants sont les grands oubliés de cette affaire, de cette loi. Et ça, moi, ça me paraît... c'est embêtant, quoi. C'est-à-dire que... Alors, et à vouloir cadrer la précision, encore une fois, moi je comprends votre souci de précision, parce que vous êtes piégé, en fait, dès lors que vous voulez écrire un texte de loi, c'est ce que dit Rob Grillet sur la littérature, c'est-à-dire que le texte de loi ne permet pas de vacillement, ne permet pas d'incertitude. Je pense à l'incipit de Camus, l'étranger, aujourd'hui maman est morte, reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, c'était peut-être hier, il ne sait pas, ça tout flanche tout d'un coup. Bon, et ça, vous ne pouvez pas vous permettre cette littérature parce que vous êtes contraint à la précision. Et c'est ça le problème. Je vois bien que vous êtes conscient de ce problème qui est en fait une espèce de piège, un piège. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en réalité, malgré toute l'attention que vous portez, que vous avez portée et que vous porterez encore en auditionnant beaucoup d'avis, dès l'instant où vous posez la plume sur le papier, d'abord il ne faut pas trembler, de peur, c'est ce que je vous disais, de rendre par ce texte, à l'occasion d'une situation exceptionnelle, comme je vous l'ai décrite tout à l'heure, de rendre illégal une situation, un acte qui serait légitime. Et c'est ça le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que
c'est le problème entre la légalité et la légitimité. La légalité s'accorde à la loi, la légitimité s'accorde à la civilisation, à l'humain, à ce qui est la sensibilité. Et là, donc, ne voyez pas du tout de ma part quelconque critique, parce que moi j'étais au contraire ravi de cette ouverture, mais je me suis dit pourquoi pas aller tant qu'à faire, parce que 75% des Français sont pour, et c'est vrai que les conclusions, c'était quand même c'était très très bien, c'était très très bien, hein, cette convention. Bon, comme quoi les citoyens sont quand même des gens qui sont autant experts que vous et moi, finalement. Hein. Bon. Donc j'ai bien compris cette ouverture, mais moi, ce que je voudrais dire, puisque j'ai un législateur, c'est vous êtes un peu dans un piège. On vous tend un piège en réalité. Et je ne vois pas comment s'en sortir en dehors de l'évasif. Malheureusement, le législateur, malheureusement, l'homme de droit n'aime pas l'évasif. C'est ça le problème. Il me semble que la loi est effectivement tributaire d'un piège. Et moi, j'aime bien cette expression que vous employez. En tout cas, les expériences que nous voyons dans les autres pays montrent que la loi est obligée de sortir de ce piège. Et pour sortir de ce piège, la loi ne fait qu'agrandir ou qu'élargir ou changer les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Vous avez un article qui vient de sortir de médecin qui est dans les Pays-Bas et qui est chargé de contrôler et qui dit « Je croyais que les critères objectifs seraient sérieux. » Et de fait, devant la réalité, ça ne tient pas. Il est obligé d'ouvrir. Et d'autant plus en France. Donc il écrit en disant aux Français « Faites attention. » Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a un grand sens du droit qui est la non-discrimination. C'est précisément l'argument éthique employé par le Comité consultatif national d'éthique dans son avis 139. C'est précisément en raison de la non-discrimination que, puisque le suicide est possible, on ouvre au suicide, mais des personnes qui ne pourraient pas faire l'acte physiquement, alors c'est une discrimination, et en raison de cette discrimination qu'il faut lever, on autorise l'euthanasie. Donc on voit bien que l'argument éthique de la non-discrimination est un argument qui fait que une personne qui a 17 ans et demi, c'est autorisé pour les majeurs, il a 17 ans et demi, c'est exactement la même situation que quelqu'un qui a 18 ans et demi, on va ouvrir, on passe aux mineurs, et cette ouverture des critères pour l'accessibilité à l'aide à mourir se vérifie dans tous les pays, sans exception, qui en est. Et c'est pour ça que pour moi, je pense qu'il y a un piège dans cette loi. Voilà. Et que ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, je me souviens à l'Assemblée nationale où je vais voir un président de groupe qui est médecin. Et c'est au sujet d'une loi de bioéthique, je ne sais plus quel, peu importe. En tous les cas, il me pose une question. D'emblée, il me pose un cas médical. Et donc, il faut légiférer. Et j'ai dit, mais monsieur le député, non. Pourquoi vous ne laissez pas la responsabilité au corps médical ? Pourquoi vous ne respectez pas les corps intermédiaires ? Pourquoi les corps intermédiaires ne seraient pas assez intelligents pour trouver la bonne solution ? Quand vous parlez de civilisation, c'est ça à quoi je pense. Et il me semble qu'en France, on est assez original par rapport à les autres pays du monde. Notre réforme du Code de déontologie médicale en 1995, la loi de 1999, la loi de 2002, la loi de 2005 et la loi de 2016 forment une réflexion extraordinaire sur la manière que la médecine, le corps soignant peut accompagner le plus possible les personnes de telle manière qu'on peut apaiser au maximum les souffrances. Et il me semble que cette réflexion doit se poursuivre. Si on ouvre la porte, moi je l'entends beaucoup, je ne suis pas sûr que la créativité, devant une situation médicale très difficile, la créativité pour trouver quelque chose pour la recherche, c'est ce que dit le président de l'association SLA, dit on est en pleine recherche, avec l'intelligence artificielle, on va être capable d'accompagner des personnes qui ont la maladie de Charcot, mais il dit, si on ouvre la porte à l'active à mourir, ou comme dirait le Conseil constitutionnel, il faut que la loi soit lisible et donc soit complètement compréhensible, et il préfère qu'on emploie le mot euthanasie
ou suicide assisté, eh bien, on va freiner la recherche. Là aussi, la loi est aussi un piège par rapport à la créativité d'un corps médical qui sera poussé à cette créativité dans la prolongation de toutes les lois qui ont été votées. Et enfin, je termine par une dernière chose, c'est que l'avis de 139, je suis frappé c'est extraordinaire tout ce qu'il dit sur les soins palliatifs, notamment il y a des chaires à l'université consacrées aux soins palliatifs, ce qui n'existe pas en France, ce qui est quand même un paradoxe incroyable. Donc il faut trouver le financement pour ça, très bien. Et il dit qu'on pourra ouvrir à l'aide à mourir. Enfin, il faut d'abord consolider la culture palliative, et je cite l'avis, avant toute réforme. Avant toute réforme. Et il me semble que là, il y a quelque chose qui me paraît respecter le corps intermédiaire des soignants, à qui nous, société, par nos impôts, nous confions le soin de prendre soin de nos proches, et les conforter dans ce progrès considérable qu'on a fait de 1995 à 2016, et à mon avis, c'est pas fini. On peut encore progresser, me semble-t-il. Vous voulez intervenir? Très rapidement, oui. Parce que je voudrais qu'on ait le temps de débattre. Moi, je suis pas du tout convaincue que tous les médecins soient comme vous, des humanistes profondément attachés à la dignité de la personne quand elle est malade et qu'elle souffre. Je trouve que le corps médical est formidable, exceptionnel, mais je crois que ce n'est pas le cas tout le temps. Voilà, pour des témoignages, des choses connues, vécues, je pense qu'il n'y a pas toujours cette bienveillance chevillée au corps et ce dialogue constant entre le malade et le médecin. Et je crois qu'il faut tenir compte de ça. Voilà. Et si le monde était parfait, on n'aurait pas besoin de loi. Il y aurait juste des questions d'éthique et de responsabilité, pas de jugement, et pas de personne qui viendrait attaquer un médecin ou une infirmière parce qu'il a voulu soulager une personne devant les tribunaux. Je trouve ça, voilà. Et cette loi, elle protège ces personnes-là. Elle protège en fait tout le monde. On considère qu'elle soit un piège, je ne sais pas à mon avis. Je pense que c'est au contraire une loi qui, non pas, j'aime pas le terme de droit, mais qui protège. Et puis j'ai envie, parce que je sais que Chantal est par là, je crois qu'on y pense aussi, je voudrais vous parler très rapidement d'un livre de poésie, Yvon Lemaine, vous le connaissez, hein, c'est notre poète breton, et qui a écrit Un soir d'avoir été. Si je vous le montre ce soir, c'est aussi parce que j'ai rencontré Yvon Lemaine, on a eu un dialogue, une conversation ensemble, parce que son ami Philippe, son ami d'enfance, qui avait la maladie de Charcot, son ami d'enfance, voilà, un ami d'enfance, son ami très très cher, la maladie de Charcot, médecin lui-même, et voilà, l'a accompagné dans ses dernières semaines, derniers mois de vie, et qu'il a écrit ce livre et ce recueil de poésie au fur et à mesure de l'avancée de la maladie, et que j'ai discuté avec Yvon Lemaine parce que je voulais comprendre, je voulais essayer, voilà, il ne m'a donné aucune réponse, hein, ça c'est sûr, mais comprendre comment quelqu'un qui a la maladie de Charcot pouvait certains jours avoir envie de mourir, et puis en un instant être soulagé d'être vivant le matin alors que son corps est complètement... voilà. Et ça, c'est ça la vie, l'humanité, c'est ça. Ça n'est que du doute, du questionnement, de l'hésitation, des angoisses. Mais la loi, elle impose rien à personne. Elle n'ôte rien à personne. Vraiment rien à personne. Elle ouvre une possibilité pour les personnes qui le souhaitent et n'ôte rien à personne, n'ôte aucun droit à personne. Voilà, sur quoi la discussion reste bien sûr. Je voulais vous demander pourquoi parle-t-on si peu et si rarement des douleurs réfractaires, rebelles, que rien ne vient soulager. On fait souvent l'impasse sur ces moments extrêmes, parce que ça n'est plus simplement un malade comme beaucoup, mais là c'est un cas extrême. Et pourquoi n'en parle-t-on pas? Pas beaucoup dans la presse, les articles, les propos.
on en parle si peu. Et alors, quand on est dans cette douleur extrême, intolérable, pensez-vous qu'on ait le temps de méditer, de philosopher et même de prier? Qu'est-ce que l'on demande? Un soulagement. Et quand la pharmacopée ne peut plus rien, eh bien alors que fait-on? Et ces cas-là extrêmes sont rarement évoqués. En tout cas, c'est évoqué dans la loi. C'est un critère précis de la loi. En tout cas, les douleurs réfractaires au traitement, c'est un des critères d'accès à l'aide dans la loi. Voilà, c'est très précis. Dans la loi de 2016, on en parle explicitement, déjà dans la loi de 2005, et la loi de 2016, avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est une grande possibilité ouverte, précisément parce que les souffrances sont réfractaires à tout traitement. Oui, et alors combien de temps peut durer cette agonie que l'on offre à nos proches? Et si nous avons demandé pendant 20 ans une aide active à mourir en cas de situation extrême, pourquoi sommes-nous si peu entendus? Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai moi-même un cancer, et un cancer du pancréas. 9 cas sur 10 décèdent, et mon temps est compté, c'est un cancer avancé. Vous faites allusion au problème du traitement de la douleur en général. Et là, force est de constater que, là je rejoins ce que vous disiez, à savoir que les médecins que nous sommes sont, je dirais, parfois, hélas, éduqués, enseignés à l'aune du curatif. À l'aune du curatif. En sorte que la plupart d'entre nous, dès lors qu'on ne peut plus rien, laissons à ceux qui veulent bien s'en occuper, à savoir les médecins de soins palliatifs, le soin précisément de s'occuper de ces douleurs. Moi je regrette que ces soins dits palliatifs soient enclos. Je pense qu'ils devraient être aérés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas limités à des centres géographiquement situés, mais que les médecins généralistes, tous les médecins, devraient connaître mieux les traitements antalgiques, devraient connaître mieux la façon de les manipuler. Alors, je ne parlerai pas ici des techniques neurochirurgicales, traitement de la douleur, parce qu'il en existe. Des choses très compliquées, enfin compliquées à expliquer, mais simples à faire, il en existe, qui vont au-delà de la pharmacopée. Mais vous avez complètement raison, je pense qu'en France, dès lors que le curatif n'est plus possible, on ne s'attaque pas assez aux symptomatiques. Ça, j'en suis complètement conscient. À telle enseigne, et vous aviez raison, monseigneur, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'enseignement aux étudiants en médecine. On leur enseigne les sciences humaines en première année, à une époque où ils sont pris par le concours, ils sont 200 à être pris sur 2400, ils n'ont rien à faire des grandes notions philosophiques parce qu'ils ont autre chose à avaler. Et après, on n'entend quasiment plus parler. Autrement dit, vous avez raison, je pense qu'il manque dans l'enseignement médical en France un enseignement de la littérature, de la philosophie, les grandes notions philosophiques, sciences humaines, mais revues à la lumière de ce que le médecin aura à faire face dans sa carrière, et puis qu'on leur apprenne mieux comment traiter une douleur. Et là, je me rends compte, effectivement, on se rend compte que les généralistes le savent très mal. Mais moi, je peux même vous avouer quelque chose, c'est que moi-même, je connais les techniques neurochirurgicales de traitement antidouleur, mais face à des douleurs rebelles, je demandais aux anesthésistes réanimateurs, qui sont les seuls à bien maîtriser ces techniques. Moi, je les maîtrise, même moi qui ai travaillé 42 ans dans le domaine, je ne les maîtrise pas bien. C'est dire. Donc, vous avez complètement raison. Ceci dit, un dernier point, les soins palliatifs, je crois, alors là, vous voyez, madame, quand j'ai entendu, alors peut-être vous avez certainement une perception plus
lucide que la mienne sur la façon dont le Premier ministre a voulu séparer les deux. Moi, j'y ai vu quelque chose de plutôt intéressant, parce que bien souvent, les détracteurs de l'aide à mourir avancent les soins palliatifs. Ah ben oui, mais voilà, bon. Ce sont exactement les mêmes arguments qu'avaient les détracteurs de l'avortement en avançant la contraception. Alors que ce sont deux champs différents. Le soin palliatif, c'est avant, c'est les soins. Et là, monseigneur, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'en fait, l'aide à mourir, ça n'est plus un soin. À mon avis, c'est au-delà du soin. C'est ce que j'appelle moi un acte de bonté. Un acte de bonté qui soulage et qui torture autant celui qui le fait que celui qui le subit. Donc ce n'est pas un soin. Bon, ça, c'est une vision... Je suis d'accord avec vous. Bon, très bien. Bon, c'est bien. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'accords. Mais madame, j'entends très bien ce que vous dites et je déplore aussi que... Mais encore une fois, ça c'est un vice de pensée de la part du corps médical français, qui est très technique, qui est anglo-saxon, qui n'est pas assez humaniste. Ça, vous avez probablement raison, madame, c'est possible. Qu'il l'est, mais pas toujours. Oui, voilà. Et ce problème du symptomatique, de la douleur, n'est pas assez pris en compte. Mais ça, pour changer ça, je pense que je ne le verrai pas de mon vivant, parce que vous savez, c'est des habitus universitaires qui sont tellement ancrés dans 2 siècles d'apprentissage de la médecine que c'est très difficile à changer, hélas. Peut-être que le prix Arsène Kahn viendra à notre secours. Peut-être, mais vous savez, on ne change pas les habitudes comme ça. Mais ça, vous avez complètement raison. Là, j'abonde complètement dans votre sens, c'est certain. J'ajoute un petit point pour dire que le corps médical met du temps à changer. Le président Hollande a demandé à Didier Sicard de faire un rapport sur la fin de vie. Et le rapport de Didier Sicard, qui date de 2012, décembre 2012, est très intéressant, Penser solidairement la mort. Et lui, il a compris, il m'a expliqué, c'était lumineux, que les soins palliatifs, qui sont le prendre soin de la personne, doivent commencer dès que commence le soin curatif. Et qu'en biseau, quand le soin curatif n'est plus possible, parce que le soin curatif, c'est le soin de la maladie, le prendre soin de la personne devrait commencer dès le soin de la maladie, dès le soin curatif. Et c'était assez remarquable ce qu'il disait, à tel point que c'est pas quand le soin curatif s'arrête et paraît être en échec qu'on va au soin palliatif. Non. Le prendre soin de la personne continue. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de symptomatiques qui ont été pris en compte et qui fait que la personne est beaucoup plus dans une attitude d'être accompagnée, de sérénité, beaucoup plus tôt. Voilà. Mais ça, pour changer ça, Didier Sicard m'a dit tout récemment, il m'a dit, c'est comme si j'avais fait un coup d'épée dans l'eau. Didier Sicard est l'éthicien le plus pertinent que je connaisse. Hein. C'est quelqu'un de remarquable. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire. Je suis toujours surpris qu'on utilise l'argument, le fameux argument qu'on entend tout le temps, y compris à longueur d'éditoriaux dans le journal local, sur la fameuse formule « tu ne tueras pas ». Alors, je trouve que c'est encore une façon de culpabiliser les gens, alors que la véritable, si je ne me trompe pas, la véritable citation, c'est « tu ne tueras pas l'humain qui est en toi ». Et ça change tout. Ça change tout, et j'aimerais bien qu'on puisse considérer que l'aide à mourir soit aussi empreinte d'humanité, de bonté et de fraternité. Sur ce 10e commandement, si je ne me trompe, tu ne tueras point, il y a 2 films qui ont été faits, qui sont remarquables. L'un de Krzysztof Kieslowski, qui s'appelle Tu ne tueras point. On voit quelqu'un qui tue un homme pour rien et qui finalement est pendu. On sort du film, on n'a pas grand-chose à dire. Et l'autre film, c'est le film de Michael Haneke, Amour, qui a eu la Palme d'Or, où on voit donc Jean-Louis Trintignant, octogénaire, et qui finit par étouffer sa femme, qui fait 2 accidents vasculaires cérébraux. Et quand on sort du film, si on posait la question comment punir Trintignant,
on n'a pas la réponse. Donc effectivement, là, ce 10e commandement, dans le cas du film de Haneke, sur quoi il nous interroge. Et vous avez raison, monsieur, l'interrogation de Haneke dans ce film, elle est dans le titre. Le titre, c'est Amour. C'était juste une réflexion que je me faisais. Parce que, en fait, oui, la place du législateur, elle est toujours ambivalente, quelque part, parce que des fois, il peut dire une chose, et puis c'est le contraire. Au nom du bien, oui, au nom du bien, et puis faire, on l'a vu dans l'histoire, hein, je crois que dans le XXe siècle, il y a eu des très bons médecins pendant la Deuxième Guerre, donc ils sont censés être au service, mais je me réfère, il y a une Suissesse qui était assez pionnière en matière de soins palliatifs, Elisabeth Kübler-Ross. Alors moi je connais pas trop, hein, mais mon père a travaillé comme bénévole dans les soins palliatifs pendant 30 ans, il m'en parlait jamais, mais l'euthanasie passive, elle existe depuis longtemps. Il n'y avait aucune morale dans cette loi. On s'est interdit, on s'est efforcé de tenir à l'écart la morale pour les débats sur ces points, même si certaines interventions, évidemment, portaient là-dessus. Ça ne peut pas être le bien et le mal, sinon on n'y arrive pas. On n'arrive pas à avancer sur un sujet aussi compliqué. Oui, vous avez raison, bien sûr, il y a des territoires bien dotés, les fameux déserts médicaux existent. Bien sûr qu'on peut déplorer tout ça, mais je crois qu'on a une santé publique en France qui est quand même remarquable par rapport à d'autres pays. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais si vous comparez dans d'autres pays, si vous avez ou voyagé ou entendu des témoignages, on peut se dire la chance qu'on a d'être en France et pris en charge, même si on peut aspirer évidemment toujours à une exigence et quelque chose d'encore plus fort. Mais j'entends ce que vous dites, parce que vous avez raison. Et alors moi, je ne viens pas ni du clergé, ni du tiers-état, ni de l'aristocratie, je vous le dis tout de suite. Il y a beaucoup de députés qui ne viennent, qui ont des parcours. C'est pas parce qu'on est député qu'on n'a pas été avant. Et souvent, on nous juge parce qu'on est député et que forcément, on est mis dans une caste. Et je voudrais vous enlever peut-être cette petite subjectivité. Bon, j'y arriverai peut-être pas, mais je vous le dis. Ça ne veut pas dire que si on est député, on est forcément de la haute bourgeoisie. Bon, il y a une diversité qui est quand même qui est quand même très présente et peut-être plus présente qu'avant. J'en sais rien. Je n'ai pas de statistiques. Un petit mot et un dernier mot sur les soins palliatifs. Moi, j'ai ma grand-mère qui est en soins palliatifs il y a de ça quelques années maintenant. Et quand on m'a expliqué que c'était en fait une sédation profonde et continue jusqu'à la mort, je me suis dit, ça va être bien, elle va tranquillement s'endormir et l'apaiser et ses souffrances vont disparaître. Oui, sauf que ça a duré des jours et des jours. Et que ma grand-mère, que j'aimais par-dessus tout, elle est devenue une feuille morte. Elle était déshydratée et elle n'a pas été alimentée. Et là, je me suis dit, très bien, elle n'était pas consciente. Elle était là, elle était vivante, mais elle était absente. Elle ne souffrait pas, et je l'ai vue être défigurée. Et je me suis dit quand même, est-ce que c'est vraiment digne? Est-ce que moi, j'ai envie de ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre choix possible? Je crois qu'on peut y réfléchir, et je crois que ça mérite une réflexion quand même. Bonjour. Alors moi, j'interviens, je suis médecin gériatre, médecin coordonnateur d'EHPAD et médecin d'une équipe mobile de soins palliatifs depuis 12 ans, dans le coin, dans les Côtes-d'Armor. Donc, alors, c'est vrai que je nage là-dedans depuis quand même de nombreuses années. Je dirais que dans tout ce que j'ai entendu, chacun de votre point de vue, je suis d'accord avec... beaucoup de choses de ce que vous avez pu dire. J'amènerai quand même quelques nuances par rapport à la situation de cet enfant en 82, je crois. Je dirais qu'aujourd'hui, alors hélas, il n'y a pas partout en France, et ça c'est un des problèmes, aujourd'hui c'est une famille, il y a une enfant qui s'est suivie, sur Rennes on a une équipe mobile de soins palliatifs pédiatriques, c'est évident, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux.
Bon, sur le fait aussi qu'on puisse intervenir partout. Moi, j'étais dans une équipe où on intervenait dans les établissements, dans les EHPAD, à domicile, un peu partout. Donc effectivement, ça me semble une nécessité que les soins palliatifs se déplacent et soient aérés un peu comme vous le disiez. Et je sais aussi que partout en France, ce n'est pas le cas. Donc je trouve que... Alors moi, en tant que gériatre, c'est vrai que j'ai quand même une double couleur là-dessus. Je suis quand même inquiète par une chose, que je suis d'accord avec tout ce qui est dit, je sais tout ce qu'on peut faire de bien. Après 12 ans d'hôpital public, je connais aussi le corsetage et les pressions financières, tout le temps, dans tous les domaines. Et aujourd'hui, au vu de ce qui est dit, ça a été dit il n'y a pas très longtemps, dans l'ordre quand même, moi ça m'a frappé, alors je sais, on a une grosse dette, 2 gros postes de dépenses, la santé. Dans la santé, qu'est-ce qui coûte cher? Ce sont les personnes âgées, quand même, majoritairement. Les retraites, qui touchent les personnes âgées, de préférence. Et je vous avouerai quand même que je suis quand même très inquiète, même si je suis d'accord avec tout ce qui se dit, d'un côté extrêmement pragmatique sur la question du financement. Parce qu'on sait que les soins palliatifs, en Bretagne, on n'est pas trop mal. Les soins palliatifs sont dynamiques en Bretagne. La coordination bretonne de soins palliatifs, on a pas mal de choses. Mais je sais qu'en France, c'est loin d'être le cas. Je sais que le gouvernement a dit on mettra 1 milliard pour les soins palliatifs. Alors, ça fait 20 ans, moi, en tant que gériatre, qu'on entend parler des plans personnes âgées, nos anciens, nos aînés, nos seniors. Ça fait 20 ans que j'entends que ça va arriver, ça n'arrive pas. On en parle encore, il y a eu tout le problème Orpea. Je vous avouerai que je ne suis pas très confiante dans le fait que des financements arrivent par rapport à l'accompagnement des personnes âgées, surtout que je ne suis pas certaine, alors je ne sais pas si c'est une réalité, mais enfin j'avais eu quelques échos que la question c'était de ne pas ouvrir de nouveaux EHPAD ou autre. Alors je connais parfaitement toutes ces questions-là, mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des personnes, on le maintient les gens à domicile le plus longtemps possible. Contrairement à il y a 20 ans, le plus longtemps possible, mais à un moment donné, ça devient compliqué. Et donc, je ne sais pas ce qu'on fera quand il n'y aura pas beaucoup de disponibilité. Donc, il y a la question de l'argent, qui est quand même très prégnante, et qui est une réalité, je veux dire, je ne dis pas sans critique, c'est une réalité. Il y a une question aussi qui est complexe aujourd'hui, et qui s'est nettement aggravée avec la fuite des professionnels avec le Covid. On manque de médecins. Alors, gériatre, c'est cata. Moi, j'étais dans une très bonne filière gériatrique qui s'est effondrée. Manque de médecins. Soins palliatifs, on a du mal à trouver aussi. Donc c'est compliqué. Même si on met l'argent sur la table, la question, ça va être de recruter et d'avoir des professionnels formés. Et ça demande quand même un petit peu de temps. Ça ne se forme pas comme ça. Donc voilà. Et je voudrais juste finir par rapport à votre... effectivement, cette question complexe que vous avez abordée quand on est en sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, où effectivement on met les traitements pour soulager, on arrête l'hydratation et l'alimentation, qui est un questionnement pour les familles bien souvent et aussi pour les soignants. Bon, par rapport à cette question-là, j'ai tort ou j'ai raison, je n'en sais rien, c'est une croyance ou autre, mais de mon expérience et de ce que j'ai pu percevoir, je sais que c'est pas facile pour la famille en particulier, et c'est à nous soignants d'accompagner la famille. Après, pour moi, le sens que je donne à ce temps-là, parce que la question, c'est pourquoi on ne fait pas une euthanasie directe, puisqu'on arrive en fin de vie. Et l'expérience que j'ai quand même, je dirais depuis une vingtaine d'années, parce que les personnes âgées en tant que gériatre, en fin de vie, j'en ai depuis longtemps, c'est que je crois que ce temps-là qu'on ne maîtrise pas, ni les soignants, ni les familles, je pense que c'est un temps propre à la personne. Il y a des gens qui prennent du temps. Moi, je pense quand même qu'il y a toujours un cheminement psychique, même si la personne est endormie, et que c'est son temps à elle. Et qu'il me paraît important de respecter cette évolution et ce temps psychique, qui n'est pas forcément confortable pour l'entourage. La question est de savoir, est-ce qu'on fait une euthanasie pour soulager l'entourage ou pour la personne? Enfin, il y a vraiment une question par rapport à ce temps psychique à respecter. On a parlé d'Elisabeth Kübler-Ross dans son livre sur Undying, sur la mort, sur le fait de mourir. Elle précise que chaque personne a son temps et que son temps est marqué par des étapes
Et ce qui m'a beaucoup frappé dans son expérience qu'il met dans son livre, c'est qu'il y a le moment de la réconciliation, qu'elle appelle le moment de la réconciliation. Réconciliation avec soi-même, réconciliation avec l'histoire, réconciliation avec ses proches, réconciliation avec ses croyances, que sais-je, où c'est un moment où le psychisme est très investi et qui aboutit à comme un lâcher-prise, comme une sérénité, comme un moment où il est bon de partir. Et c'est vrai que ce temps, il est à respecter au sens où il peut se faire aussi avant de décider de la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et il me semble que l'accompagnement de ce temps psychique demande une compétence, demande de savoir lire ce temps psychique, qui est différent pour chaque personne. Et cet accompagnement-là vers une réconciliation qui est vers une sérénité et vers un lâcher-prise fait que peut-être ça dit aussi le moment de la sédation profonde et continue. Il ne se fait pas forcément tout de suite. Le respect de ce temps me semble très important. Moi, je n'ai pas de réponse, c'est vous qui avez cette expérience, mais je pense que ce qui est important, c'est de, encore une fois, de ne pas opposer les deux, bien sûr, et je crois qu'il faut respecter chez un malade, et je pense que vous le faites, bien sûr, j'en doute pas une seconde, de vouloir cette cohérence, de cette recherche de cohérence qu'on essaye toute sa vie d'avoir, hein, c'est pas facile. On fait tous des efforts pour être cohérent, mais je pense qu'il faut laisser la possibilité de l'être jusqu'à la mort, en fait. Et si on n'a pas envie d'un chemin, et certains, je pense, et je suis convaincue qu'ils souhaitent ce chemin-là, peut-être dans un entre-deux, mais je pense aussi, je suis convaincue que beaucoup ne le souhaitent pas non plus. Et je ne crois pas que ce soit, encore une fois, si on peut ouvrir une possibilité, et attention, je veux surtout pas que le débat, vous reteniez que c'est soit palliatif ou l'euthanasie, c'est pas du tout la loi, hein. Attention. D'abord, la loi, c'est le suicide assisté, pour dire les mots, et par exception, quand une personne n'est pas capable de le faire, de s'auto-administrer une substance létale, c'est une aide. Mais il y a des mécanismes qui peuvent aider quand on n'est plus capable de faire le geste soi-même. Attention, hein, c'est pas de laisser croire que la loi autorise l'euthanasie, c'est pas ça. C'est pas vous êtes pas en soins palliatifs, vous n'avez pas de service de médecine palliative, allez hop, l'euthanasie. Attention, c'est pas du tout ça. Je voudrais pas que vous sortiez de ce débat ce soir en pensant que c'est ça. C'est autre chose. Il y a des critères très précis. D'abord, c'est principalement à domicile, sauf exception s'il y a besoin que ce soit médicalisé. Donc on peut avoir un suicide médicalement ou assisté, en tout cas à domicile, et par exception à l'hôpital. Et on peut avoir des soins palliatifs à domicile. C'est des équipes formidables qui se déplacent, vous le savez bien. Donc tout n'est pas médicalisé, tout n'est pas dans l'univers hospitalier. Et c'est fort heureux. Je pense que c'est le souhait des personnes. Peut-être qu'il y a des cas qui ne sont pas possibles, mais non, c'est pas les soins palliatifs, non, donc l'euthanasie. C'est pas du tout ça. Faut pas que. Ou alors je me suis mal exprimée, et je le regrette. Mais c'est pas ça. C'est des cas très précis de gens qui ont des souffrances que les traitements n'apaisent pas, qui sont lucides, qui le veulent, qui peuvent refuser, et dont la vie médicale est requis. Voilà. Et donc c'est pas autre chose que ça. C'est déjà beaucoup. Oui, pour répondre à la première partie de votre intervention sur le financement, sur le problème de l'hôpital public, dans la même collection Trac Gallimard, j'ai publié en 2020 un petit texte sur ce qu'était en train de devenir l'hôpital public. Ça ne s'arrange pas depuis 2020. Vous avez complètement raison. On a le plan Copermo, que vous connaissez peut-être si vous êtes soignant, initié par Marisol Touraine, a prévu la diminution du nombre de lits de 20 à 25% dans les hôpitaux publics, entraînant une augmentation, une accélération des flux des patients, un tri des patients, une accélération des cadences pour les personnels hospitaliers, quelque chose qui est en train de détricoter rapidement ce qu'était l'hôpital public. À telle enseigne, vous avez raison, que les personnels s'en vont et que même les médecins les plus brillants partent aussi pour des cieux un peu plus rémunérateurs dans le secteur libéral. Donc je pense que là, je partage
partage complètement votre inquiétude sur le devenir de l'hôpital public, sur son financement, et sur ce thème très important qu'est le vieillissement de la population, qui est mis sous le boisseau à peu près comme le réchauffement climatique. On n'ose pas en parler, c'est tellement un problème que pour les politiques, c'est même plus devenu un problème, c'est un inconvénient. Pour compléter votre information sur ce sujet-là, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du Cercle d'Agora Politique, puisqu'on a fait, il y a un an et demi à peu près, une conférence avec le professeur Grimaldi sur l'hôpital public. Et puis pour compléter aussi, on a fait une conférence au mois de décembre 2024 sur la dette publique, qui va de pair également. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez donc le professeur Grimaldi sur l'hôpital public et Léo Charles, économiste, sur la dette publique. Vous avez sur notre chaîne YouTube. J'ai dit ça, madame, pardonnez-moi, mais si j'ai dit ça, c'est parce qu'effectivement, depuis une dizaine d'années, nous sommes soumis dans les hôpitaux publics à un mot, c'est la rentabilité. Et effectivement, on nous fait comprendre, à nous les médecins, via les réunions de pôle, etc., que les patients rentables ont tout à faire dans les hôpitaux publics, mais que ceux qui ne le sont pas, à savoir les patients qui bloquent des lits, entre guillemets, doivent être sortis. Donc, moi, ce discours-là, je l'ai entendu des dizaines de fois. On préfère effectivement maintenant les hôpitaux publics, là je déborde un petit peu du sujet, mais pas autant que ça, voire traiter des cataractes. Et je recite ce que disait Madame Hartmann, qui est endocrinologue, diabétologue à Paris, qui disait, voilà, moi, quand j'ai un patient qui a un diabète, qui a un pied diabétique, chez qui je peux sauver le pied en 2 mois dans mon service par des soins locaux, la direction me dit qu'il n'est pas rentable. Si je le fais amputer, il reste que 5 jours, la direction me dit qu'il est rentable. Donc, je reprends les termes de Madame Hartmann que vous retrouverez sur YouTube. Elle s'est exprimée en 2019 ou 2020, c'est au moment des grandes manifestations du corps soignant en général. Donc si je dis ça avec une certaine violence, croyez bien que c'est pour une seule raison, c'est que nous, les médecins, les infirmières, etc., nous vivons sous un coup de la rentabilité avec effectivement cette diminution du nombre de lits, etc., de façon violente. Et pour l'instant, le public n'en a pas tout à fait conscience. Et je crois qu'on va vers une médecine, en effet, de plus en plus libérale et qui s'adressera de moins en moins à la dame qui a une petite retraite à 1200 ou 1300 euros, à celui qui habite Sarcelles ou dans le 9-3 et qui n'a pas un rond. C'est une évidence, ça. Moi, je le vois, je l'ai vu, je vous l'ai dit, moi, un de mes meilleurs élèves est parti pour une grande clinique dans le sud de la France. Et j'ai appris hier que le patron d'urologie du CHU de Tours quittait l'hôpital pour la Suisse, à Lausanne, et être chef de service là-bas. Et ça, les gens ne le savent pas, mais c'est tous les jours qu'on voit ça. Donc si je dis ça avec une certaine violence, c'est qu'effectivement, ces malades chroniques et ces sujets âgés sont pour le gestionnaire, et je ne parle pas du ministre de la Santé, je ne parle pas des députés, je ne parle pas des législateurs, mais c'est pour Bercy, sont effectivement un problème considérable. Et ce problème-là, il est vécu par ma collègue gériatre comme effectivement, comme si on nous disait, mais là, votre malade, c'est un inconvénient quasiment. Et je crois que si c'est violent pour nous, les soignants, et c'est violent pour aussi les malades. Donc, pardonnez ce mot un petit peu difficile à entendre, mais effectivement, il exprime finalement une certaine lassitude, qui explique d'ailleurs que les personnels partent de plus en plus et que le taux d'absentéisme dans les CHU, je ne connais pas bien la situation des hôpitaux non universitaires, est en train de doubler. Donc je crois qu'il faut effectivement qu'on en ait conscience et que le public en ait conscience. Moi, j'ai eu l'occasion dans mon exercice de visiter plein d'hôpitaux aux États-Unis, en Suisse, en Italie, en Espagne, pas en Scandinavie, mais je voyais effectivement qu'en France, on avait une médecine vraiment, vraiment formidable. Ça, c'était vrai avant 2000. Et maintenant, ce détricotage du système public, comme le disait ma collègue, il est en train de nous faire baisser petit à petit d'un rang au rang inférieur, et je le regrette.
Bonsoir, Philippe Merel, je suis le représentant, le délégué de l'ADMD pour l'Ille-et-Vilaine, donc l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Nous sommes bien sûr à l'ADMD en faveur d'une évolution de la loi. Et comme Monseigneur l'a rappelé tout à l'heure, les lois depuis 1999 jusqu'à 2016, la loi Claes-Leonetti, ont essayé de renforcer le droit de l'individu, du patient, à l'accès à l'information, à la possibilité de choisir le traitement ou de refuser ce traitement. Donc à une autonomisation de l'individu par rapport aux étapes de sa vie, une pathologie, des traitements, une fin de vie. Le point de voir évoluer demain la loi avec une ouverture, comme Madame Maillard-Meignery l'a mentionné, c'est à la fois protéger et donner le libre choix aux individus de choisir leur fin de vie, comment est-ce qu'ils souhaitent que ça se passe, le faire dans des conditions qui protègent au mieux les intervenants, c'est-à-dire les médecins, parce que j'avais une question pour vous, mais qui n'appelle pas vraiment de réponse, Monsieur Velu, quand vous avez évoqué le cas de cette petite fille en 82. Vous n'avez pas été jusqu'au bout de l'histoire, c'est-à-dire que vous ne nous avez pas dit quelle avait été l'intervention, est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait, dans quelles conditions cet enfant est morte. Ça n'appelle pas de réponse. C'est simplement que, globalement, ce choix-là, quel qu'il ait été, il a été laissé aux médecins. Vous mentionniez le fait que l'inconvénient de la loi aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'elle aille dans tous les détails, elle ne pourra pas y aller, que le projet de loi aujourd'hui, en France, il exclut effectivement les mineurs. Ça a été le cas il y a 20 ans en Belgique, quand la loi a été passée. Il y a eu effectivement une évolution de cette loi. Contrairement à ce que Monseigneur dit, ça n'est pas ouvrir une sorte de boîte de Pandore, parce que ça fait plus de 10 ans que la loi a été ouverte aux mineurs en Belgique, et contrairement à ce qu'on entend dans les médias et dans la bouche de beaucoup d'opposants à l'évolution de la loi, c'est que ces 6 cas, depuis 10 ans en Belgique, qui ont été des enfants qui ont été euthanasiés, et pas des enfants comme notre Premier ministre l'a sous-entendu, qui avaient des problèmes psychologiques passagers ou qui étaient trisomiques. C'est des enfants qui étaient tous atteints de cancer, en phase terminale, avec des souffrances réfractaires. Donc aujourd'hui, on utilise, et ce que Mme Maillard-Meignery mentionnait aussi, c'est qu'il est aujourd'hui inacceptable qu'on dise aux patients français, si la loi ne l'autorisant pas en France, si vous voulez avoir recours à une autre façon de mourir, allez à l'étranger. En plus, lorsque des hommes politiques français se permettent de dire des mensonges sur ce qui se passe en Belgique, c'est-à-dire que non seulement on utilise les services de soins belges pour accompagner les ressortissants français qui sont dans des situations extrêmes, mais en plus on décrédibilise le travail fait par ces médecins qui eux aussi ont exprimé, ou je ne sais pas juré, mais on respecte le serment d'Hippocrate qui a plus de 2000 ans, qui à l'époque interdisait ce qu'aujourd'hui on accepte, c'est-à-dire la chirurgie par exemple, c'était absolument exclu du serment d'Hippocrate. Alors se baser sur ce serment-là pour contester la possibilité d'accompagner, et c'est là où on est en désaccord, Monsieur Velu, c'est que je pense moi qu'effectivement, et comme un certain nombre de médecins belges, canadiens également, c'est que l'accompagnement de fin de vie, c'est un soin jusqu'au dernier moment. Et c'est un soin d'humanité, clairement, de fraternité, contrairement à ce que les opposants veulent faire croire que c'est une rupture anthropologique, ce qui ne veut absolument rien dire. Et la modification de la loi permettra de faire que, avec les critères qui sont dans le cadre à respecter, permettra à l'individu de choisir sans que ce soit imposé effectivement à tout le monde. C'est une loi a priori positive qui ouvre un droit supplémentaire
dans un cadre bien défini, pas une loi qui s'imposera à qui ne la veut pas. En fait, je partage votre avis. On n'ôte rien à personne. Et je crois que ça, il faut en avoir bien conscience. J'ai envie de réagir à ce à quoi on est confronté aujourd'hui, à savoir ce que vous disiez, effectivement. Je crois que d'abord, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on forme encore si peu de médecins. Et ça, que je sache, c'est pas que les pouvoirs publics ou les parlementaires. C'est aussi le numerus clausus, c'est quand même les médecins qui gouvernent le numerus clausus. On a toujours un numerus clausus, des études de médecine qui sont quand même redoutablement compliquées, qui s'allongent, même pour être généraliste, maintenant c'est un an de plus. Pour moi, c'est incompréhensible. Et c'est aussi une époque, je pense qu'elle n'est pas vraiment derrière nous, où on pensait que chaque médecin, c'était des dépenses. Donc, moins il y a de médecins, moins il y a des dépenses de santé. Ça, c'était un dogme qui était dans les années 2000 et qui a quand même vécu longtemps. Et enfin, et contre lequel il faut se battre. Parce que c'est aujourd'hui qu'on fait, c'est ça. C'est qu'on manque de médecins. Les jeunes médecins, ils ne veulent plus exercer comme avant, plus dans les mêmes conditions, et plus l'envie d'exercer en médecine libérale 80 heures par semaine, seul, dans un petit bourg rural, c'est plus ça qu'ils veulent. Donc il faut, voilà. Je pense que là, les médecins, ils ont un vrai rôle de faire évoluer les choses et de sortir de ce numerus clausus qui contraint tout et qui crée des déserts médicaux aujourd'hui en France inacceptables. Ensuite, et je finirai par ça, on a beaucoup, moi j'ai dans les détracteurs de la loi, ils sont là et il y en aura encore, il y a eu beaucoup d'arguments, notamment en gros, si cette loi va créer une énorme pression sur le corps médical avec ce désir de mort auquel on ne saura pas répondre, de médecins qui ne voudront pas. Peut-être ou peut-être pas d'ailleurs. En tout cas, je crois que c'est le rôle de tout un chacun d'accompagner les gens, d'apporter ce dialogue. Et je suis convaincue que ça n'est en soi pas un problème. Et si on forme plus de médecins en soins palliatifs, plus d'infirmières en pratique avancée, plus de soins à domicile, ou comme on évolue aujourd'hui, ben, peut-être cette humanité-là, elle ne sera pas redoutée ni redoutable. Que les gens demandent alors qu'ils souffrent et qu'ils sont malades, qu'ils savent qu'ils vont mourir, aidez-moi, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est inaudible et inconcevable. Il faut l'entendre. Et encore une fois, il y a un centre antidouleur à Rennes qui est formidable, mais la délai d'attente est inouïe. C'est au moins un an d'attente pour des gens qui sont vraiment... voilà. Donc il y a aussi des progrès à faire dans les deux sens. Il faut se battre. Sur le numerus clausus, avant de répondre à monsieur, et les déserts médicaux, je pense, je vous l'ai dit, quand on est formé, nous médecins, 7 ans en médecine générale, 8 ans, plus 4 ans d'internat pour ceux qui font une spécialité, plus 2 ans de clinica, aux frais du contribuable, je pense qu'on a une dette envers la société, et je pense que cette dette, on doit la payer, à mon sens, en exerçant en public, et quand on est généraliste ou d'autres spécialités dont on manque dans les régions, combler les déserts médicaux. Je peux d'autant mieux parler de cela que, bien qu'en ayant eu la possibilité, je n'ai jamais exercé de secteur libéral au CHU. Bien. Sur Déborah. Non, même dans le texte, je n'ai pas mis la fin de l'histoire. Pourquoi ? Précisément, je crois que là encore, le législateur a été obligé de s'occuper de l'intime. Pourquoi ? Parce que l'avortement, parce que la contraception, parce que la GPA, parce que la PMA. Tous ces domaines qui étaient de l'ordre de l'intime, finalement, ont dû forcément faire l'objet de quelques législations. C'est normal, sur l'avortement, il fallait une loi, il fallait quelque chose, bien sûr. Ce qui fait que c'est ce qui me fait dire que ce qui se passait dans la Chambre avec un petit c a dû être revu par la Chambre avec un grand C, par les députés. On est donc parti de l'intime à l'extime. C'est d'ailleurs un peu ce que je regrette finalement, et c'est ce qui fait que on a beaucoup de difficultés à légiférer.
Et précisément, si je n'ai pas mis la fin de l'histoire, c'est parce que je pense qu'elle relève de l'intime. Voilà. Et voilà. Donc, non, mais j'ai bien compris, ce n'était pas une critique de votre part, j'ai bien compris. Alors, vous avez évoqué ces 6 enfants, effectivement. J'ai ressorti, là, ça pose quand même un problème, le fait de faire une différence, comme s'il y avait une éligibilité à cet accès à l'aide à mourir entre majeurs et mineurs. Et j'ai ressorti l'article 1er des droits de l'homme qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Donc, on ne parle pas de mineur ou de majeur. Mais la deuxième phrase est tout à fait intéressante. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai le droit de passer le permis de conduire d'un bateau, mais un enfant de 6 ans ne peut pas, parce que ça mettrait en jeu l'utilité commune. Or là, faire une distinction, et comme le disait Monseigneur, entre 17 ans et demi, 18 ans et demi, ça relève effectivement presque d'un encart. Enfin, ça contrevient aux droits de l'homme, finalement, puisque pourquoi on n'accorderait pas les mêmes... C'est difficile quand même, ça reste un peu difficile. Sur le soin, là c'est une question de définition, je terminerai par là. Écoutez, moi j'ai déjà répondu ça à cet argument que vous soulignez. C'est pas tout à fait un soin, pourquoi? Parce que justement, comme disait Madame, on peut s'en affranchir. Quelqu'un fait une perte de connaissance dans la salle, moi étant médecin, il y a quelques collègues ici, on est contraint de lui apporter les premiers soins, on n'a pas le choix. Le soin, c'est quelque chose qui nous est, même tout citoyen d'ailleurs, vous voyez quelqu'un qui s'effondre dans la rue, médecin ou pas, vous le sortez de là, vous le protégez, vous le mettez sur le côté, etc. Donc ça, c'est le soin, c'est quelque chose qui nous est imposé par la civilisation, etc. Alors que ça, comme vous le disiez à juste titre, on peut s'en affranchir. Comme un gynécologue peut refuser de faire un avortement, il a le droit, c'est par conscience. Donc c'est un petit peu différent quand même du soin dont on est contraint. Est-ce que en cela, ça ne fait pas un soin d'une valeur absolument incroyable? Comme vous dites à l'instant, c'est globalement... c'est un soin dont vous pouvez vous affranchir. Et les autres, ils vous sont, entre guillemets, imposés. Oui, disons que comme c'est l'ultime soin, tout à fait, oui. Bon, c'est un... vos collègues belges, je comprends bien, oui. Comment gèrent-ils les choses? Ils ne viennent pas d'une autre planète. Ils ont une formation qui est similaire à la vôtre. Comment gèrent-ils cette dimension éthique de façon si différente Ah oui, ça c'est difficile à comprendre, mais sur la... Ça tient à l'éducation des médecins en France. Absolument, oui. Vous aviez mentionné tout à l'heure le fait d'être dans la médecine purement curative et sentir comme un échec. Exactement. C'est peut-être pour ça qu'on n'enseigne pas assez aux étudiants, parce qu'on estime que c'est pas de l'ordre du soin, mais effectivement, pour moi, ça reste l'acte de bonté ultime. On est d'accord. Et le soin palliatif est ça aussi. Oui, aussi. Tout à fait, on est d'accord. On va prendre peut-être une dernière question, à moins que vous souhaitiez intervenir, Monseigneur. Oui. Je dis avec beaucoup d'humilité que je ne suis pas soignant, je ne suis pas médecin, mais personnellement, je ne crois pas que l'acte de soin consiste, même moi dans la personne souffrante, à donner la mort. Je penserais que ce n'est pas l'acte du soignant, c'est l'acte d'une autre personne. Ça relève d'une autre catégorie. Sinon, je ne sais plus ce que c'est que le soin. Si le soin ne consiste pas à établir une relation avec la personne en l'accompagnant le mieux possible, par contre qu'une autre personne qui ne soit pas dans le domaine du soin, voilà, mais c'est une question philosophique sur qu'est-ce que c'est soigner, comment on comprend le soin. Personnellement, je crois que les soins palliatifs, c'est une très belle œuvre dans notre société, et je pense qu'il est bon de les encourager, alors que c'est dans un problème budgétaire insoluble, et que face à ce problème budgétaire insoluble qui est en train de ruiner l'hôpital public, on voudrait ne pas faire de loi sur la vieillesse, autant que c'est sur la promise. Il n'y a pas de loi sur le vieillissement en France, et effectivement, les personnes âgées deviennent des problèmes parce que c'est une question financière.
Et tant qu'on aborde le problème par la question financière, c'est sûr qu'on ne déploiera pas tout ce qui peut se faire pour accompagner les personnes. Et je dis ma foi, si je peux dire, en l'accompagnement, en la délicatesse et en la créativité possible de l'accompagnement. C'est une grande chose de la médecine. C'est pas que les soignants, il y a les aidants, les bénévoles, les visiteurs, les visiteuses, il y a beaucoup de monde aussi, je crois qu'il faut le mentionner. Oui, mais tout ça, c'est une question de choix très personnel aussi. On ne peut pas dire, moi, je veux aller dans un soin palliatif. Moi, personnellement, je refuse d'aller dans un soin palliatif parce que je ne veux pas me voir dégradé, je ne veux pas devenir... je ne veux pas vivre une déchéance. Donc, le jour où je verrai que je suis plus en état d'être ce que je suis et de vivre, d'avoir envie de vivre, ce jour-là, je voudrais qu'on me donne la possibilité de ce choix. C'est-à-dire décider de partir. Mais malheureusement, les médecins ne sont pas formés à la mort. On ne leur parle pas de la mort. On leur dit toujours, vous êtes là pour guérir, pour soigner. Oui, ok. Mais à partir du moment où il n'y a plus cette possibilité de soigner, où la personne est dans une souffrance abominable, comme vous le disiez, j'ai rencontré un neurologue ami qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Guérir quand c'est impossible ». Il est tellement face à des gens qui sont dans une souffrance abominable, qui viennent le voir et qui lui disent « Mais docteur, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi quelque chose. » Il s'est surpris un jour à leur répondre « Allez à Lourdes, moi je ne peux plus rien faire pour vous. » Bon, voilà. Bon, ben, chacun choisit son Lourdes. Et c'est pourquoi qu'on ne comprend pas en France, pourquoi on nous refuse ce choix, on nous refuse cette liberté. Ce corps, il m'appartient, il n'appartient pas à la médecine, il n'appartient pas aux médecins. Le choix que je veux faire avec ce corps, le choix de ma vie, il m'appartient à moi et à personne d'autre. Donc si demain je décide, et ce n'est pas tuer, au contraire, le soin ultime, comme il y avait une émission ce soir d'un monsieur de 35 ans qui a fait ce choix sur la 5, de se faire avec ce soin en jeudi prochain, parce qu'il a une maladie de Parkinson, il est dans un tel état de souffrance, et il sait qu'il va tellement se dégrader qu'il n'aura plus, il va devenir dépendant. Moi j'ai eu près de moi des gens dépendants, des gens merveilleux, que vous voyez même plus capables d'avoir les moindres besoins personnels, la moindre intimité, que les gens sont là en train... Mais c'est abominable. Bon, comment peut-on... Des gens vont le supporter, tant mieux. D'autres ne le supporteront pas. Moi, je ne le supporterai pas. Voilà, c'est tout. Et donc, on doit nous donner ce choix, parce qu'il ne faut pas traiter ça de tuer. Ce n'est pas tuer, c'est aider une personne dans sa fin de vie. Parce qu'elle n'accepte pas cette fin de vie que... Voilà, donc, c'est pas tuer. Il n'y a pas du tout là-dedans. Et ça, ce mot est très fort, très violent. Et il m'est insupportable de l'entendre. Je vous rejoins tout à fait, mais finalement, vous savez, Simone Veil, quand elle a fait passer cette loi sur l'avortement, elle a tout simplement autorisé les femmes à être maîtres de leur destinée. Et c'est ça qu'on veut, bien sûr. Merci. Écoutez, s'il y a une ultime question, on va la prendre. Et s'il n'y en a pas, eh bien, on va se quitter. On va se dire au revoir. Et on va dire vive la vie, quand même.